Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme c'est la FAQ. Après la victoire du Barça contre l'Atlético Madrid et voilà, en partant en trêve. Dernière vidéo de la semaine. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc oui, c'est la trêve, je vais en profiter pour faire une petite pause, ça. Une petite pause, oui, pour les bilingues. Donc je ne serai pas actif, je ne ferai pas de vidéo, je sais, c'est triste. Mais il faut aussi que je reprenne un petit peu des forces, que je me repose. Faire des vidéos constamment comme ça tous les jours, ça demande un petit peu d'énergie. Et moi, je n'en ai pas beaucoup à revendre. Je puise toutes mes forces pour vous faire des vidéos. Donc il faut de temps en temps comme ça que j'en profite un petit peu et que je me calme. Donc voilà, je ne serai pas chez moi, je pars voir des amis, donc je n'aurai même pas moyen de faire une vidéo. Ne me forcez pas dans les commentaires, je vous vois déjà là. Ah si, ça, s'il te plaît. Non, nay. Pas de vidéo, je ne pourrai pas le faire de toute façon. Posterai peut-être des petites stories sur Instagram. Regardez où je suis. C'est inintéressant, mais bon, je le ferai. Donc, vous avez été assez nombreux à me poser des questions, ça va. Je ne pourrai pas prendre toutes les questions comme d'habitude, vous le savez très bien. On va essayer d'y répondre le plus clairement possible, le plus simplement possible. Je vais essayer de prendre un maximum de questions, mais je vais pas en prendre non plus. Théo, qui nous pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Commence à nous dire, explique-nous comment s'est passé ton emménagement à Barcelone et pourquoi. Alors, ce n'est pas une FAQ, tu vois, normalement, je sors des FAQ pour les 10 000, 20 000, 30 000. 40, 50, 60, 70, bientôt 80, on espère. Et là, je prends des questions un peu plus perso, donc, et puis j'y ai déjà répondu en plus, mais bon, tu dois être peut-être nouveau, donc tu n'as peut-être pas eu l'occasion de voir ces FAQ là, mais bon, voilà, mon emménagement s'est bien passé. Je vais pas rentrer dans les détails, frérot. Tu me demandes aussi si je vis de ma chaîne YouTube. Oui, c'est mon activité principale, je ne fais que ça en tout cas, pour le moment. Comment s'est passé mon emménagement? C'était plutôt sympathique, hein, on a fait la démarche, moi je me suis pas occupé de grand chose, c'est plutôt ma copine qui l'a fait. Comme tout, dans quasiment tous les couples, normalement, vous savez, c'est la fille qui s'occupe de tout ça et le gars, il allume juste, il branche la télé, il branche sa Play et quand il a emménagé, il allume la Play et il fait un match de FIFA. Et il monte les meubles aussi. Et oui, il faut quand même monter les meubles. Il faut faire un petit peu son travail d'homme. Soyez un peu des hommes. Bref, sinon, ouais, on m'a posé la question, Théo d'ailleurs, hein, qui m'a posé une de ces 50 questions, qui m'a dit, est-ce que tu as vu la publication de Pedri? Tu penses qu'il s'est fait pirater? Non, je ne pense pas. Je pense pas qu'il se soit fait pirater. J'ai vu sa publication, c'est vrai qu'il y en a quelques abonnés qui m'ont envoyé par message, ouais, t'as vu? Et ouais, c'est un peu spécial, c'est un peu bizarre ce qu'il nous a posté. Maintenant, je pense pas qu'il annonce un potentiel départ du Barça. Non, je pense que Pedri va faire toute sa carrière au Barça. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, si jamais le président veut le virer, bah voilà, il partira. Mais vu que ça m'étonnerait que ce soit le cas, je pense juste que c'est un truc marketing, tu vois, un sponsor, un truc comme ça. Je pense que c'est dans un délire comme ça. Ensuite, il y a Ayoub qui me dit salut café. Et bah salut Ayoub, t'en penses quoi de Rafinha en neuf? Je ne sais pas. Je demande à voir parce que au final, c'est une question qu'on peut se poser, mais la réponse, est-ce qu'on l'aura? On n'a jamais vu jouer en neuf pour le moment. Il a joué dans une position assez axiale. Enfin, il joue dans une position assez axiale depuis un bon bout de temps. Et donc, je pense qu'il serait pas forcément mal à l'aise dans ce rôle-là de neuf, ce poste-là. Parce que la plupart du temps, il se retrouve quasiment vraiment dans l'axe au poste de neuf et Lewandowski, des fois, il dézone. Donc en soi, ce serait pas gênant d'avoir Rafinha, je pense, en neuf. Maintenant, c'est vrai qu'il a plutôt une bonne frappe. À voir s'il a vraiment une finition clinique de numéro 9 qui va planter. C'est vrai qu'il marque souvent et se retrouve souvent dans des situations où il peut marquer. Et voilà, bon, maintenant, je demande à voir. Oui, je demande à voir. Mais dans un premier temps, je préfère le garder ailier gauche qui rentre dans l'axe, dans ce rôle-là. Parce que à part lui, il n'y a personne d'autre vraiment qui peut occuper ce poste-là aussi bien pour le moment. Maintenant, si la saison prochaine, on peut pas aller chercher un neuf, mais on va chercher par exemple un ailier gauche titulaire, qui peut être titulaire, pourquoi pas voir Rafinha en neuf. Ensuite, il y a Arsène qui dit, malgré son super but, penses-tu que Lewandowski peut nous priver d'une saison historique? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vrai que c'est celui qui m'inquiète le plus dans ce domaine-là, dans ce truc de est-ce qu'on va vraiment faire une bonne saison, enfin finir bien, c'est-à-dire remporter des trophées. Quand on regarde un peu l'effectif, on peut se poser certaines questions, on peut se dire qui c'est qui peut un peu lâcher le truc et nous faire défaut dans des matchs, on va dire dans des situations importantes. Bah directement, je pense à Lewandowski. Maintenant, ça peut venir de tout joueur. On a vu là, Inigo Martinez s'est blessé.
Casado s'est blessé. Bon, Inigo est plus un titulaire actuellement que Casado. Casado qui était titulaire en début de saison et maintenant il y a De Jong. Donc c'est, disons, moins grave de perdre Casado par exemple au milieu que de perdre un Pedri. Même si ça me fait mal au cœur de perdre Casado aussi longtemps pour sa carrière, pour le gars, tout ça. C'est assez dommage de voir un joueur généralement se blesser, avoir une blessure un peu grave, on va dire, quelques mois quoi d'absence. Maintenant, tous les joueurs, absolument tous les joueurs peuvent nous foirer la saison en soi. Sur un choix, on l'a vu la saison dernière les amis. On n'a pas foiré toute notre saison à cause de Ronald. Je veux pas lui tomber dessus, mais c'est un exemple. Et pourtant, la Ligue des Champions, si on se fait éliminer, c'est grandement à cause de son carton rouge, par exemple. Mais c'est pas de sa faute si la saison, on gagne pas la Liga, on gagne pas la Ligue des Champions. Bon voilà, on aurait pu peut-être mieux faire, voilà. Mais la Coupe d'Espagne et ainsi de suite. On n'a pas foiré toute notre saison sur un seul fait, tu vois. Donc ça peut venir un peu de tout le monde. Mais je sais pas si Lewandowski le fera. J'espère pas. J'espère qu'il va continuer parce que son match contre l'Atlético, là, il est pas dégueulasse. Concrètement, ça va. Bon, on est toujours dans des trucs un peu ratés, des manques d'efficacité, des contrôles un peu approximatifs, mais de toute façon, il va pas contrôler le ballon comme Messi du jour au lendemain. Ça, il faut l'avoir en tête. Maintenant, ce qu'il a marqué comme but, c'est un but d'un vrai buteur. C'est un but de Robert Lewandowski, tu vois, qui, sur une action un peu compliquée où tu te dis, ouais, ça va être dur de marquer là, contre le poitrine, il tacle la moitié, il frappe, il marque. Et c'est un but beaucoup plus compliqué que son action d'avant où il est à 2 mètres des cages. Mais bon, donc on va voir. Mais faut qu'il arrive à se servir de ça. Même l'appel pour libérer Ferran Torres, il a été plutôt bon là-dessus et très utile. Donc voilà, s'il nous sort des matchs comme contre l'Atlético Madrid à tous les matchs, je trouverais ça correct. Mais il y a eu des matchs quand même, il faut pas oublier, où il a été éclaté. Il a raté tout ce qu'il a fait, il a raté. Un contrôle, une passe, quasiment tout. Il ratait tout. C'est déjà arrivé dans la saison. Et comme c'est déjà arrivé dans la saison aussi, en début de saison, où il faisait des très bons choix déjà de passes, d'orientation de jeu, des bonnes passes, des bons contrôles, des bonnes déviations, il marquait des buts, voilà. Après, du moment qu'il fait son travail, c'est-à-dire qu'il marque, qu'il est efficace dans les moments importants, si après dans le jeu, c'est pas si bon que ça, moi je n'attends rien de lui dans le jeu parce que je sais qu'il ne pourra pas faire plus que ce qu'il fait actuellement. Mais au moins s'il reste efficace, ça va. Maintenant, s'il marque pas de but et qu'il est mauvais dans le jeu, là ça pose vraiment problème, effectivement. Ensuite, il y a Dave Cook qui dit, est-ce que Gavi pourrait remplacer Casado et pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Pour moi, c'est pas du tout le même poste. Donc maintenant, à voir s'il va avoir un rôle là-dedans. Je pense qu'il peut avoir un rôle, Gavi. On l'a vu la saison dernière. Il avait joué dans un double pivot en début de saison avant qu'il se blesse déjà. Et même avant que De Jong aussi se blesse. Parce qu'à un moment donné dans la saison, je crois la saison dernière, Frenkie s'était blessé. Mais c'était plus en fin de saison peut-être. Mais on avait eu à un moment donné un double pivot. Gavi, Frenkie De Jong. Et rappelons-nous, alors c'était pas la même équipe, on jouait pas de la même façon, surtout c'était pas le même coach, donc on peut pas s'attendre à ce que ça fonctionne exactement pareil puisque l'équipe ne joue pas pareil. Mais ce qu'on avait vu, c'était un petit truc qui avait du potentiel, tu vois. Il y avait quand même un certain potentiel entre les deux, ça fonctionnait plutôt bien. Gavi qui est très hargneux, qui est très agressif, qui était plus dans la récupération, mais toujours avec quand même une petite touche technique parce que Gavi ça reste un joueur quand même assez technique. Et De Jong qui faisait du De Jong. Donc à voir si ça peut fonctionner, d'avoir un Gavi peut-être un peu plus bas sur le terrain, mais pas forcément au poste de pivot, parce que comme on le voit quand même depuis certains matchs, on joue avec un pivot. Même si à certains moments dans le match, enfin dans certaines séquences, c'est-à-dire quand on sort le ballon court depuis la défense, on voit qu'on n'a pas un seul pivot. On sort le ballon, donc interrompu par mon chat qui chasser je ne sais quoi, une mouche. On sort le ballon dans un double pivot. Il y a le Pedri par exemple qui redescend assez bas au niveau de Frenkie ou de Casado quand Casado jouait. Mais après, quand on joue un peu plus haut, on a vraiment ce pivot là qui reste un peu plus bas. On sait que Frenkie il a été installé dans ce poste là, enfin à ce poste là par Flick depuis qu'il est de retour vraiment en forme. Donc pourquoi pas voir un Gavi dans le rôle un peu de Pedri. Et donc pourquoi pas voir un Pedri un petit peu plus haut au poste un petit peu de Olmo on va dire. Alors Olmo joue pas forcément en 10, il joue dans un
plutôt dans le milieu intérieur droit, demi-espace droit. Il est milieu relayeur, mais un peu plus haut quand même, Olmo, un peu plus offensif qu'un Pedri qui est plus à la construction. Donc si on enlève Pedri de la construction, est-ce qu'on va être aussi dominateur? Et je ne sais pas. Mais si Pedri joue un peu plus haut, il pourra apporter peut-être plus de danger par sa passe. Maintenant, si Olmo n'est pas titulaire, est-ce qu'il sera titulaire en attaque à la place de Lewandowski en faux neuf? Est-ce qu'on pourra l'utiliser comme ça? Je ne sais pas. Il y a aussi Garcia qui a récemment joué à plusieurs postes. Il a joué en 6, il a joué en défense centrale. Donc je ne sais pas, il peut y avoir par exemple De Jong titulaire et le remplaçant de De Jong, au lieu d'être Casado, c'est Garcia. Maintenant le problème, il y a toujours des problèmes, c'est qu'Inigo s'est blessé et qu'en défense on a que Cubarsí et Ronald Araujo. Ronald qui est revenu de blessure aussi et qui n'est pas un gars très fiable, disons. Physiquement, c'est un joueur qui a tendance à pas mal se blesser quand même. Donc est-ce que ça fera assez de défenseurs, sachant qu'on attend toujours le retour de Christensen? Mais pareil, Christensen, à chaque fois qu'il revient, il repart sur blessure. Donc si Christensen il revient, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner ne serait-ce que 2 matchs? Il a joué 26 minutes cette saison, Christensen. 26 je crois. Bref, une trentaine de minutes Christensen cette saison. C'est chaud. C'est chaud. Donc concernant Gavi, est-ce qu'il pourra vraiment remplacer Casado à ce poste-là? Il pourrait peut-être être essayé, mais je ne pense pas que ça sera le cas, concrètement. Gavi pourra être important au milieu, remplacer peut-être Casado numériquement si Gavi arrive à garder un peu cette forme-là, mais il ne jouera pas au même poste. Ensuite, on a Naël qui dit... Le coaching de Flick, sur le moment, je ne comprends pas toujours, mais ça paye à chaque fois. Très bon coaching, oui, en cours de match de Flick, on l'a déjà remarqué. On en a déjà parlé plusieurs fois, hein. C'est vrai que souvent, en cours de match, il fait des ajustements qui fonctionnent. Des ajustements déjà rien qu'avec son équipe qu'il a sur le terrain, mais aussi des changements qui souvent sont payants. Hein. Que ça soit contre Benfica, par exemple, dans le match, le fameux match là où on gagne 5-4, où il y a eu des changements même de système. On est passé à 3 derrière, avec un Garcia, je crois qu'il y avait Ronald qui était un peu plus bas, Cubarsí et peut-être Eric Garcia qui était un peu plus haut. Bref, ça avait été assez utile pour son jeu de passe, d'avoir un défenseur très haut comme ça. On était resté à 3 derrière, on avait une équipe très offensive avec Fermin ailier gauche, je crois, Rafinha ailier droit, il y avait Ferran Torres, il y avait... Bref, mais oui, souvent, ces choix sont assez payants, sont assez bons. Après, les choix sont assez logiques hein, en soi, quand on regarde un petit peu, quand on prend du recul, quand on regarde aussi les choix qu'il a fait cette saison, c'est assez évident. On voit que Ferran Torres est principalement un joueur utilisé comme numéro 9, faux 9 ou numéro 9 comme vous voulez, mais on sait que le 9 a beaucoup de liberté, les joueurs en général. Ou alors ailier gauche à la place de Rafinha, c'est-à-dire ailier qui rentre à l'intérieur du jeu avec le latéral qui monte. Donc on sait qu'il a déjà utilisé Ferran principalement à ce poste-là. Donc quand on le voit Ferran Torres rentrer, dernièrement il est plus rentré ailier gauche, mais on sait qu'il va être soit à gauche, soit dans l'axe. On sait que Rafinha, dans la saison, il a de temps en temps été utilisé comme milieu offensif à la place d'un Dani Olmo, à la place d'un Fermin Lopez si vous voulez. C'est déjà arrivé que Rafinha joue dans l'axe, mais pas à gauche, mais plutôt à droite, entre l'ailier droit et l'attaquant, le numéro 9. Ça c'est déjà arrivé. Donc là, pour le match là contre l'Atlético en fin de match, c'est ce qui s'est passé. Rafinha est passé milieu intérieur. Avec Pedri et avec Casado où il y avait eu des changements, mais je crois qu'après Garcia est rentré, tout ça, et Gavi. Mais bref, en tout cas, voilà, et il y avait Ferran Torres qui est rentré ailier gauche. On avait parlé aussi des choix contre Benfica la dernière fois où on avait joué à 10. On avait pris un rouge. Flick, il avait fait sortir Lamine Yamal. Il avait enlevé un côté créatif pour mettre un mec qui va répéter les efforts et qui va faire le sale boulot, on va dire. C'est-à-dire jouer ailier. Ferran était rentré ailier gauche d'ailleurs. Et Rafinha était passé à droite. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Et ça avait été même... Sur le coup, nous qui ne sommes pas coach, on va pas forcément penser à il devrait faire ça, pour ça, tu vois. Mais on peut réfléchir un petit peu, avoir une certaine réflexion après le match et se demander justement pourquoi ces choix. Pourquoi Rafinha, par exemple, quand Ferran rentre, pourquoi il joue à gauche alors que Rafinha de base joue à gauche et pourquoi Ferran ne joue pas à droite? Eh bien parce que on voit que par exemple sur la gauche, donc sur notre droite, il y a Renato Sanchez qui est rentré,
Tu es un mec assez costaud, tout ça, et assez puissant. Et on sait que le latéral gauche, c'est Carreras, qui est aussi très offensif et très dur à prendre, on va dire, au marquage, tout ça. Donc, vu que Rafinha est un très bon joueur dans le pressing, tout ça, bah, je pense que par exemple, c'est pour ça que à ce moment-là, hein, ce match précis, c'est pour ça que Ferran Torres est rentré à gauche et que Rafinha est passé à droite, tu vois, pour avoir un Rafinha qui presse très bien et qui peut tenir physiquement soit Renato Sanchez, soit presser bien Carreras, tu vois. Et au final, le but en plus arrive de là. Ferran qui envoie le ballon de côté droit là et Rafinha qui va marquer. Bref. Mais souvent, il y a des choix assez logiques, tout comme là, faire rentrer Garcia en 6. Face à l'Atlético, on a vu par exemple que Sorloth est rentré. Sorloth est rentré dans le match. Donc il fallait peut-être en 6 un mec un peu plus costaud, même si Garcia c'est pas le mec le plus grand de l'équipe. Mais au poste de 6, un 6 qui redescend de temps en temps, jouer les ballons de la tête et essayer. En tout cas, on l'a vu Casado le faire pendant le match contre l'Atlético. Et de voir Garcia jouer à ce poste, rentrer à ce poste, bah finalement c'est pas vraiment étonnant. Et puis il y a Ronald qui est rentré aussi. En tant que latéral droit, ça j'ai pas trop réfléchi, mais bon, c'est vrai que souvent il y a des choix. Moi en vrai les choix je les trouve assez logiques généralement. Même si sur le coup il y en a qui comprennent pas, c'est des choix c'est pas uniquement des choix sur la créativité, sur le jeu, tu vois. Quand tu sors Lamine Yamal et Dani Olmo dans un même match, tu te dis mais qui va faire des dribbles, qui va créer des occasions, tu vois. Mais peut-être que dans ce match précis, tu n'as pas besoin de ça. Peut-être que dans ce match précis, tu as besoin de gars qui vont cavaler, qui vont faire un pressing, qui vont défendre et qui vont jouer des contre-attaques comme un peu à l'arrache, comme des morts de faim, tu vois, mais qui vont pas avoir cette précision technique ou ce dribble, mais qui vont avoir autre chose quoi, à t'apporter. Et peut-être que dans ce contexte de match-là, tu as besoin plus de ça. Et des fois, c'est assez évident. Ensuite, il y a MRG DZA qui dit salut café, salut frérot, penses-tu que Frenkie et Pedri pourront tenir ce rythme sans Casado? C'est une bonne question, je pense que Gavi va avoir son mot à dire, Gavi va prendre une importance et il le faut, hein. Il faut qu'il retrouve un peu sa forme, qu'il monte en puissance comme Frenkie l'a fait en fait, pour justement aider. Maintenant, on a Gavi, on a Fermin Lopez et on a Olmo, évidemment, au milieu. Mais on a aussi Pablo Torre, qui a un petit peu disparu des radars. Mais on a quand même quelques milieux de terrain. Même si Pablo Torre, évidemment, je le vois pas jouer aussi bas qu'un Pedri, par exemple. Et je le vois pas... il va pas jouer 6 à la place de Frenkie, mais par exemple Pedri, il y a moyen de le remplacer un petit peu. Maintenant, concernant De Jong, ça va être un peu plus complexe, parce que qui peut jouer vraiment seul en 6 ? Actuellement, dans l'équipe, le seul qui a joué en 6, à part De Jong et à part Casado, c'est Garcia. Mais comme je l'ai dit, vu qu'on a Inigo qui est blessé, est-ce que Garcia va être utilisé en 6 remplaçant ou est-ce qu'il va être gardé pour la défense? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire qu'il jouera un peu les deux. En vrai de vrai, ça dépend de ce dont on a besoin sur le moment, mais je pense qu'il va alterner entre le poste de milieu défensif et de défenseur. Il va avoir un rôle aussi assez important. Ça va être un moment, on est dans un moment un peu clé de la saison, on est en mars, fin mars, on va jouer des matchs qui vont être importants pour les trophées, la course au titre en Liga, la Ligue des Champions, tout ça, et on va avoir besoin des seconds couteaux, comme on dit. Des mecs comme Ferran Torres, des mecs comme Eric Garcia, des mecs comme Fermin Lopez. Après pour le reste, je sais pas, je les vois pas comme des seconds couteaux, même si Gérard Martin il a beaucoup joué quand même cette saison, mais je le vois pas comme un joueur vraiment décisif. En tout cas qui peut vraiment être décisif dans les moments importants, donc on va pas abuser. Mais des mecs comme Fermin, Garcia et Ferran, c'est des mecs qui ont le talent pour apporter quelque chose à cette équipe. Et ils vont avoir un rôle un petit peu plus important, je pense, dans cette fin de saison. Pour certains plus que d'autres évidemment, mais un mec comme Garcia, je pense qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu. Donc ça va être le moment pour lui aussi où il va pouvoir profiter de jouer, mais où il va devoir répondre aussi aux attentes, parce que c'est aussi ça d'avoir un effectif sur qui tu peux compter, un groupe. C'est que dans un moment clé de la saison, quand tu as besoin d'un joueur qui joue pas très souvent, il faut qu'il réponde présent. Et s'il le fait, c'est parfait. Il tient totalement son rôle, quoi. Ensuite, il y a Ousmane qui dit « J'ai l'impression qu'on encaisse toujours les mêmes buts, pas toi. » Oui, un petit peu, oui. Mais bon, je l'ai fait remarquer dans les analyses. Généralement, c'est notre point faible, c'est celui-là. Peut-être que c'est le point faible de beaucoup, mais en tout cas, c'est le nôtre. C'est quand les équipes adverses nous attaquent par les côtés et qui profitent de notre ligne de hors-jeu haute pour partir dans notre dos. Si tu arrives, par exemple, si c'est assez logique, si tu as une ligne alignée assez haute sur le terrain, tu vas attaquer d'un côté. Tu vas avoir un premier appel du côté gauche
qui va faire un petit peu, même si ta défense elle remonte, quand même elle essaie de s'aligner, tu vas toujours avoir un joueur qui naturellement va reculer. Par exemple, si t'attaques du côté de Koundé, si t'as ton ailier adverse qui attaque, Koundé il va essayer de défendre, mais il va forcément reculer. Parce que l'autre il va essayer de le prendre de vitesse, donc il va forcément courir vers ses cages. Donc déjà, t'as Koundé qui descend, donc qui est plus bas que les autres qui sont alignés plus haut, tu vois. Koundé là du côté il est un peu plus bas, et après si t'as l'équipe adverse qui revient un peu dans l'axe et de l'autre côté t'as des joueurs qui partent dans le dos par exemple de Baldé ou entre Baldé et Inigo Martinez, et ben en haut t'auras Koundé qui va couvrir par exemple. Et tu pourras, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, oui, les équipes adverses, la plupart du temps, elles font ça. C'est ce qu'on avait analysé face au Real Madrid, c'est ce qu'on avait analysé face au Bayern, c'est ce qu'on avait analysé face à Benfica, et c'est ce qu'on a fait face donc à l'Atlético Madrid. C'est toujours la même chose. Les équipes adverses qui étudient bien ce Barça, ou en tout cas qui ont le talent pour attaquer, pour nous faire mal, elles attaquent comme ça. Elles essaient d'attaquer d'un côté, elles changent d'aile, et elles reviennent dans l'axe. Elles font des trucs un peu comme ça, tu vois, elles nous baladent. Donc oui, on prend des buts assez souvent de la même manière, oui, quand les équipes adverses font bien leur boulot, quoi. Ensuite, on a Marius qui dit « Les émotions comme jamais, même sans titre, cette saison restera incroyable. » Ouais, c'est vrai qu'on vit des matchs et des moments assez fous, remplis d'émotions, disons. Il y a des scénarios assez fous. Déjà les victoires écrasantes dans des gros matchs, Classico, Ligue des Champions. Scénario donc en Ligue des Champions contre Benfica, complètement fou. Là contre l'Atlético Madrid, ouais, on vit des moments assez chargés en émotions, oui. C'est ce qui rendrait la saison encore plus triste si on n'arrivait pas à gagner de trophée, forcément. Maintenant, on peut pas se plaindre non plus de ce qu'on a. Parce que comme je l'ai déjà dit, Flick il est arrivé là, ça fait même pas un an qu'il est là, il a déjà quand même révolutionné le jeu du Barça comparé aux dernières années. En tout cas la saison dernière c'était un peu compliqué. On a vécu une saison assez compliquée en tant que supporter, et là en quelques mois Flick il a changé énormément de choses, un peu dans tous les domaines. Donc et sachant qu'il n'a pas beaucoup changé l'équipe, les joueurs quoi, l'effectif, il y a Olmo qui est arrivé, il y a Gundogan qui est parti, en gros quoi, voilà, c'est un peu tout quoi. Donc on peut pas s'attendre non plus à gagner, on va dire obligatoirement, tu vois, c'est pas logique qu'on gagne le triplé, sachant que c'est pas arrivé depuis très longtemps, donc tu vois, c'est quelque chose qu'on attend beaucoup nous supporters, mais c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à aller chercher. Maintenant, oui, ça restera une saison assez mémorable quand on voit le nombre de buts qu'on met, comme je l'ai dit, les scénarios des matchs, tout ça. On est en train de vivre une belle saison. Je pense que la saison, elle est assez spéciale. Mais justement, je pense que vraiment, la saison, elle est trop spéciale pour que ça s'arrête, on va toucher du bois, mais que ça se finisse juste avec de simples souvenirs de beaux matchs, quoi. Je pense qu'il y aura plus que ça. Je sais pas quoi, je sais pas si on va gagner la coupe aux grandes oreilles, mais je pense que cette saison va être spéciale. Voilà, c'est comme je le ressens maintenant, c'est le football, tout peut se passer, mais ouais, voilà, je n'en dirai pas plus. Ensuite, il y a Chakam qui dit « Est-ce qu'il y a un joueur de la B pour remplacer Casado ?» Non, concrètement non. Il y en a beaucoup qui parlent de Pau Prime, tout ça, mais déjà, rien qu'en termes de talent pur, enfin talent pur, disons en termes de niveau actuellement, non. Pau Prime, non. Je suis même pas sûr qu'il ait vraiment le niveau pour être vraiment excellent avec la B déjà, donc jouer avec la A, non. Je pense qu'il n'est pas du tout prêt, Pau Prime. En plus de ça, il est un problème avec sa prolongation, donc en fait, il joue plus du tout avec la B depuis quelques mois. Là, le numéro 6 du Barça actuellement, c'est Pedro Soma, qui est pas excellent non plus. Donc non, en soi, il n'y a pas de milieu défensif vraiment actuellement qui peut... Il y a plus de talent dans les juvéniles, tu vois. Mais les juvéniles, après, c'est trop jeune, je pense. Je pense pas que ça puisse remplacer Casado. Voilà. Casado, il était déjà prêt la saison dernière. Tu voyais qu'avec la B, il était vraiment patron de cette équipe-là. C'est pour ça que j'avais fait un peu la propagande pour que Casado monte avec la A. Parce que moi, je voyais les matchs et je le voyais vraiment prêt. Il était au-dessus. Il était patron de cette équipe. Tu voyais qu'il avait de la personnalité, du caractère. C'était le capitaine de l'équipe. Il menait cette équipe, tu vois, à un poste clé de pivot. Il menait cette équipe. C'était lui le leader de l'équipe, vraiment. C'était lui qui faisait les discours, c'était lui qui encourageait tout le monde et tout ça. Et ça loupe pas, parce qu'on l'a vu avec la A, Casado il est monté, et tu vois, il encourage tout le monde, il donne des instructions même à Lewandowski, à des joueurs plus expérimentés largement que lui. Il s'en fout, il donne quand même des instructions comme si c'était lui le patron sur le terrain, tu vois. Et des mecs comme ça, il y en a pas avec la B. Il y en a pas, tout simplement. Il y en a pas, et en plus à aucun poste, malheureusement. On finit avec la question de Al-Bashir qui dit « Est-ce
qu'on sous-estime pas trop le fait d'encaisser beaucoup de buts? C'est une question assez drôlement formulée. Est-ce qu'on sous-estime pas le fait de prendre trop de buts? Je sais pas. J'ai quand même pris la question parce que je trouve qu'elle est, je sais pas, je la trouvais intéressante, même si je la trouve bizarrement formulée. Je saurais pas vraiment, je ne la comprends pas totalement. En gros, est-ce que tu veux dire qu'on n'en parle pas assez? Est-ce que tu veux dire que ça pourrait nous nuire durant la saison, tout ça? Peut-être. Mais après c'est pas du tout quelque chose qui est étonnant. Quand on a signé Flick, moi dans mon analyse, j'avais analysé le coach avec les infos que j'avais regardé un peu ses équipes, que ce soit au Bayern ou quand il avait pris la sélection allemande, et la plupart du temps ces équipes encaissent énormément de buts, mais en marque encore plus. Donc lui, surtout le Bayern, hein, quand il a coaché le Bayern avec la fameuse saison où il remporte le triplé, eh bien là c'est une saison record. Une saison record, il marque énormément de buts avec le Bayern, mais son équipe encaisse énormément. Je l'ai déjà dit, mais bon, c'est un des Bayern qui avait le plus encaissé de son histoire. Donc oui, ça reste un coach qui est porté énormément sur l'offensive, donc ça nous donne des matchs avec beaucoup de spectacles, ce qui nous manquait quand même depuis certaines années. Donc ça, d'un côté, ça fait plaisir, ça rend les matchs un peu plus vivants, tu vois. On s'ennuie beaucoup moins devant les matchs, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, tu as un peu moins d'équilibre peut-être, un peu moins de maîtrise, et tu prends peut-être un peu plus de buts. Mais tant que l'attaque, elle est toujours aussi efficace et qu'on marque toujours autant de buts, ça va. Il y aurait un problème par contre si on aurait une équipe très offensive, qui est totalement inefficace, qui marque pas de but, et qui derrière encaisse. Là, ça serait problématique, effectivement. Mais tant que l'attaque marque des buts, je pense qu'on peut juste essayer de profiter des matchs en soi. Comme je l'ai dit, en tant que supporter, que ce soit supporter de football ou supporter du Barça, je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui s'ennuient devant les matchs du Barça cette saison. Et après des saisons compliquées qu'on a vécues où des fois on vivait des matchs assez... on s'ennuyait devant les matchs, des fois... presque peut-être certains s'endormaient et vivre des matchs comme ça, je pense que voilà, moi perso je vais pas m'en plaindre. Est-ce que j'aimerais encaisser 0 but à chaque match? Oui, mais si tu me demandes est-ce qu'on doit gagner des matchs 3-2, 4-2 ou est-ce qu'on doit gagner des matchs 1-0, je te dirais que j'aimerais voir un peu plus de buts et un peu plus de spectacle, quitte à encaisser un peu plus. Oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, prochainement, d'ici quelques jours, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, profitez de la trêve. À la prochaine. Ciao.